nous nous saisissions de ces problématiques à la fois diverses et complexes. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps que ça, puisque le débat sera, à mon sens, très riche en termes d'idées, de propositions. Je voudrais, sans plus tarder, donner la parole, impatient d'écouter nos deux débatteurs, à qui je souhaite, encore une fois, pour notre plus grand plaisir à nous tous, des échanges à la fois passionnés et enrichissants. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vraiment que ces débats, en tout cas, nourriront nos consciences respectives. Mais pour ma part, ces débats, soyez-en rassurés, nourriront encore davantage les travaux de la mission d'information que nous avons conduit maintenant depuis un an avec Motaï Brozerson, et je sais qu'il nous écoute, il me l'avait promis. Donc bon débat, bonne discussion avec, encore une fois, deux grands débatteurs que je salue encore très très chaleureusement. Je vous remercie. De protéger, que de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire lors de conflits armés internes à un pays peuvent représenter une menace contre la paix et la sécurité internationale, ce qui permet dans ce cas aux Nations Unies d'intervenir si elles le souhaitent, y compris d'organiser une intervention armée sous l'égide des Nations Unies. Bien que le droit de gérance humanitaire à proprement parler, que souhaitait depuis longtemps Bernard Kouchner, n'existe pas en tant que tel dans le droit international actuel. Voilà. Alors, on va commencer donc par le premier thème. Alors, je vais essayer de présenter quelques-unes des questions auxquelles j'aimerais avoir des réponses, mais bien entendu, nos deux invités pourront débattre exactement comme ils le souhaitent. Voilà, donc une question centrale. Quand, selon vous, doit-on intervenir par la force armée? Et doit-on le faire aussi, comme le proposent certains, par, entre guillemets, le principe de précaution, lorsqu'on suppose ou qu'on craint à tort ou à raison des événements d'une exceptionnelle gravité dans un pays? Alors maintenant, toujours dans ce cadre de ces guerres humanitaires, quand, selon vous, doit-on favoriser plutôt la négociation, plutôt la guerre, négociation y compris avec des régimes qui ont été coupables de certains crimes, ou de beaucoup de crimes d'ailleurs, c'est le cas. Donc, quand favoriser la guerre ou la négociation? La question, on peut se poser la question, par exemple, pour la guerre en Afghanistan, doit-on selon vous négocier ou non avec les talibans? Aurait-on dû commencer à le faire il y a longtemps? Et pour ce qui concerne la Syrie, a-t-on eu raison de favoriser plutôt la guerre plutôt que la négociation, en exigeant par exemple le départ préalable des principaux dirigeants du régime syrien, ou au contraire, les pays occidentaux auraient-ils dû intervenir par la force armée contre le régime syrien, y compris en dehors des Nations Unies? Donc ça, c'est une première grande question. Sur le fond, c'est une question de fond, quand doit-on ou non mener les interventions armées? La deuxième question qui concerne le droit international, la plupart, un très grand nombre des actions qui ont été menées par les pays occidentaux n'ont été soit en dehors, soit en désaccord avec le droit international tel qu'il existe à tort ou à raison aujourd'hui. C'est par exemple les interventions armées qui ont lieu en Syrie, donc sous forme d'aide militaire aux insurgés, ou les interventions directes qui ont lieu. Je ne dis pas du tout qu'elles n'étaient pas justifiées, chacun peut juger, mais du point de vue droit, on était en dehors du droit international tel qu'il existe. Et dans d'autres cas, elles ont été menées de manière, disons, très discutable au regard des résolutions du Conseil de sécurité qu'ils avaient soit envisagées, mais non explicitement autorisées, soit autorisées, mais avec certaines conditions. Donc voilà. Donc la question est la suivante. Est-ce qu'il faut, selon vous, est-ce qu'on doit, selon vous, passer outre au droit international dans certains cas pour raisons humanitaires? Et éventuellement, comment, selon vous, faudrait-il modifier le droit? De quelle façon? Dans quel sens? Voilà. Donc je passe la parole, je crois qu'on va commencer, si vous voulez bien, par Bernard Kouchner. Donc l'idée, vous essayez de parler chacun 5-7 minutes. Chacun a trop de rôle, après vous échangerez. Mais vous êtes libre, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. C'est une proposition. Merci, monsieur. Je dois vous dire que je suis un peu perplexe à vous écouter.
faites les demandes et les réponses et vous pensez que ça serait mieux de ne pas faire la guerre. Nous pensons tous ça. Seulement voilà, il y a des guerres tout le temps. C'est embêtant. Pourtant, il y a un droit, en effet, international qui évolue. Parfois, certains, que l'on pourrait appeler les faiseurs de droit, tentent de le faire évoluer vers, non pas plus de guerre, mais moins de guerre, et peut-être même la prévention de guerre. Nous entrons là dans un domaine extrêmement riche et complexe, et qui, franchement, nécessiterait beaucoup de temps pour le développer. Alors, si j'ai bien compris, mais ça je m'inscris en faux également, si le droit d'intervention n'existe pas, c'est que vous avez mal lu les textes, Monsieur le Président. Il n'est pas accepté, hélas, et il n'est pas automatique, ça, loin d'être automatique, il est même parfois contre-productif. Mais il existe, en tout cas nous avons tenté, quelques-uns, dont des juristes, car personne ne sait qui dit le droit international. Est-ce les Nations Unies? Si ce sont les Nations Unies, alors il existe très fort. Si c'est le Conseil de sécurité, ça se discute, hein. Ou l'Assemblée générale, ou les professeurs patentés qui écrivent de bons rapports ou discours qui font évoluer ce droit, personne ne le sait. En tout cas, pour notre part, nous avons essayé, très simplement, d'intervenir non pas trop tard, comme c'est toujours le cas, car en réalité, malgré les efforts qui parfois sont couronnés de succès, mais en général, nous sommes alertés lorsque les massacres ont commencé. Même nous sommes alertés lorsque les massacres se sont poursuivis pendant très longtemps, et même parfois nous n'intervenons pas du tout, sinon l'indignation se fait jour. Et encore que ces temps-ci, il se passe de moins en moins jour. Donc, intervenir avant, c'est-à-dire être attentif aux tensions, être attentif à tous les éléments économiques qui président au grand fracas, être attentif aux oppositions religieuses, sociologiques, tout ce que vous voulez, ça pourrait prédisposer à une intervention plus précoce ou même avant les massacres. Ça n'a pratiquement jamais été... Il y a quelques exemples qui sont bons, c'est-à-dire qu'on a prévu un certain nombre de guerres, il y a quelques exemples qui... Enfin, c'est pas toujours l'humanitaire, je ne sais pas ce que vous voulez dire par l'humanitaire. D'abord, il faut qu'il y ait une opinion, il faut qu'il y ait des informations, il faut qu'il y ait un sursaut. Et puis, parfois, la mécanique humanitaire, c'est-à-dire l'intervention pour que les gens souffrent moins, pour qu'ils soient moins malades, que ce soit dans une guerre, dans un conflit, ou que ce soit dans des catastrophes dites naturelles. Tenez, je vous donne un exemple. Vous savez très bien, parce qu'il y a quelques années, il y a eu une lutte internationale contre le virus du Ebola, n'est-ce pas? Pas la guerre, mais enfin, beaucoup de morts. Et en ce moment, il y a une épidémie qui s'étend de la République démocratique du Congo, qu'on appelle démocratique, comme vous le savez, parce que voilà, c'est une décision, c'est une antiphrase, et s'étendant à l'Ouganda. Est-ce que nous réagissons? Les organisations qui dépendent des Nations Unies réagissent certes un peu, tentatives de vaccins, etc. Mais en fait, est-ce que ça suscite de l'émotion? Non. Non. Quelques articles, insuffisants, mais ça ne suscite pas assez d'émotion. Il faudra attendre, malheureusement ça va se faire, que le foyer s'étende pour que des moyens soient donnés à des interventions plus directement humanitaires, de prévention pour les autres, de prévention pour que ceux qui ne sont pas affectés par le virus Ebola ne soient pas atteints. En ce qui concerne la Syrie, puisqu'on en a parlé, avant de savoir s'il faut parler à M. Bachar al-Assad ou pas, il faudrait savoir si nous nous sommes indignés devant le nombre effrayant de massacres. D'habitude, en France, on s'indignait. D'habitude, en France, les indignations prennent la forme de manifestations, de refus, etc. Il n'y a pas eu tout ça pour la Syrie. En tout cas, pas assez. Très peu. Donc, il y a ce qu'on appelle en langage onusien compassion fatigue. Pour des raisons qu'on peut analyser, mais c'est très long, bien entendu, nous sommes moins sensibles aux souffrances des autres. Et nous sommes moins sensibles
à la mort des autres. Comme si, se rétrécissant, il y avait une menace sur les pays riches, en particulier sur l'Europe, et que, lié à l'immigration que nous n'avons pas non plus beaucoup secourue, et même souvent pas du tout, cette immigration nous menacerait et qu'elle serait signe de tout ce qui va nous menacer, pas seulement sur l'immigration, mais comme un cercle de pays pauvres qui menacerait les pays riches. Je caricature bien sûr, mais c'est un peu comme ça malheureusement. Donc, si la question est qu'il faut déclencher l'humanitaire, c'est qui ça l'humanitaire? L'humanitaire, il y a des associations privées, ONG, et puis il y a un certain nombre d'organisations des Nations Unies qui font souvent, des agences des Nations Unies qui font très bien qui font ce qu'ils peuvent, qui font en général très bien leur travail, et qui sont déclenchés par qui? Par les Nations Unies théoriquement, mais en fait il y a des gens à l'intérieur qui poussent à ce que le départ d'une mission se fasse le plus vite possible, une mission d'aide, d'assistance, etc. Alors, vous dites c'est mieux, bien sûr c'est mieux, enfin moi je ne peux pas dire le contraire, qu'on puisse faire la paix. Mais je vous rappelle, monsieur, qu'on fait la paix après la guerre, pas avant. Dommage, hein? Ça l'éviterait peut-être, mais il faut attendre la guerre pour faire la paix. Alors après, il y a toutes les sortes de gens, il y a même des gens qui sont professionnels de ça, et plus on sera, comment dirais-je, pressant, et plus on sera talentueux, et plus il y aura une pression de l'opinion publique internationale, et mieux ce sera. Mais j'allais dire intrigue, c'est pas le mot, les influences, les interventions sont de plus en plus caricaturales. Si on prend la guerre de Syrie, puisque vous avez pris cet exemple, la guerre de Syrie est une guerre très complexe, avec des multi-alliances et des multi-ennemis, mais en tout cas, à un moment donné, il y a environ 2 ans et demi, sinon 3 ans, M. Bachar el-Assad n'était pas en bonne posture. Il perdait du terrain. Perdre du terrain, ça veut dire que des civils, des centaines de milliers de civils mouraient. Parce que faire la guerre, c'est taper sur les civils, c'est pas très nouveau. Mais c'est ça, majoritairement. Alors, il y a des attaques aériennes qui théoriquement sont ciblées, mais qui en réalité frappent extrêmement large, même si elles sont techniquement bien faites. Et donc, M. Bachar el-Assad était en mauvaise position, et M. Poutine est intervenu. Alors, je caricature encore une fois, on pourrait aller dans les détails, j'espère poser des questions à relire en tout cas. Eh bien, ça n'a servi à rien. Au contraire, ça a stabilisé le front, et maintenant, de quoi dépend, de qui, de quoi, mais de qui d'abord dépend une éventuelle négociation. Vous savez, il y a eu des tas d'envoyés des Nations Unies, très gentils et très valeureux, qui se sont retirés les uns après les autres parce que ça ne marchait pas. Parce que il y a eu même des réunions à Genève rien n'a fonctionné, et maintenant, malheureusement, tout est presque bloqué. Bon. Je pense que c'est M. Poutine qui détient la clé, mais pas seul, hein. Évidemment, il y a les Turcs, évidemment, il y a les Iraniens, évidemment, il y a Israël, évidemment, il y a les États-Unis. Mais les États-Unis se sont pratiquement retirés. Ils ont soutenu la guerre contre l'État islamique, ils ont donc soutenu les Kurdes pendant un moment donné. Ils ont, à mon avis, bien fait, mais ça n'a pas changé le sort de la guerre générale qui implique, je ne vais pas parler trop longtemps, mais qui implique au moins 6 intervenants, sinon plus. Alors il ne suffit pas de se dire, c'est bien d'être un expert, j'aime bien ça. Mais seulement les experts ils disent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font jamais. Donc comment on fait pour déclencher la paix au Moyen-Orient autour de la Syrie? Je ne parle même pas du Moyen-Orient, ce qui sous-entend une complexité encore plus grande. Voilà. Si vous avez la recette, il faut évidemment nous la communiquer. Donc je n'ai pas répondu à ce qui n'était pas une question directe. Parce que si vous me dites directement est-ce que c'est mieux la paix, je vous dis oui. Sur le dos de combien de centaines de millions de personnes, je ne peux pas répondre. On
Si vous permettez, je passe la parole. Oui, nous sommes fâchés. Oui. Merci de cette invitation. Merci au public d'avoir fait l'effort de venir écouter cette discussion. Nous sommes en effet relativement fâchés, enfin je vais pas prendre ce vocabulaire un peu puéril, mais en tout cas en désaccord sur beaucoup de choses. Donc je veux tout de même préciser que sur certains points, malgré tout, il y a une certaine proximité. Disons par exemple les positions qu'a prises Bernard Kouchner concernant les migrants et la critique qu'il a formulée contre la politique gouvernementale française. Personnellement, je m'y retrouve. Je trouve qu'il faudrait aller plus loin, mais pas nécessairement dans la critique, mais dans la proposition. Mais enfin, en tout cas, cette partie de la critique, je m'y retrouve. De même que l'idée selon laquelle les atrocités de masse ne peuvent pas rester comme une banalité devant laquelle on détourne la tête pour s'occuper d'autre chose, je la partage, et cela depuis longtemps. Donc au moins, y a-t-il un minimum de terrain commun qui permet que nous soyons ici, à cette table, à cette tribune, pour en discuter. Ça, c'était une première remarque préliminaire. J'aurais une deuxième remarque préliminaire que j'adresserai à monsieur le député avant d'entrer dans le vif du sujet. Je serais vraiment ravi, en tant que citoyen intéressé par les questions internationales, que votre mission d'information élargisse, si c'est juridiquement possible, ces investigations aux conditions dans lesquelles la guerre de Libye a été déclenchée. Car les différents protagonistes qui ont partie prenante à cette guerre, je pense en particulier aux Américains et aux Anglais, ont mené des enquêtes extrêmement précises, poussées, au terme desquelles les raisons de cette guerre et les distorsions, voire les inventions propagandistes ont été mises à plat, et ce qui a permis tout de même au public de comprendre ce qui se passait réellement. Ça n'a pas été le cas en France, et je trouve qu'une affaire aussi grave que le déclenchement d'une guerre, avec des conséquences aussi dramatiques que celles qu'elle a entraînées, mériterait tout de même un petit peu d'attention de la part de l'Assemblée nationale, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Alors voilà, je me permets de faire cette invitation. Monsieur le député, je sais que ce n'est pas nécessairement le cadre juridique de votre émission, mais enfin, ça ne coûte rien de le tenter. Le tome 2. Voilà, le tome 2. Alors, d'abord, un point qui m'a souvent amusé, intrigué chez Bernard Kouchner, c'est l'idée qu'il faut arriver avant les massacres. Mais si vous arrivez avant les massacres, comment savez-vous qu'il y a un massacre? Comment je pense ici. Ça, tu ne l'avais pas fait. Je pense ici. Voilà. Je pense ici à deux pensées, deux auteurs qui sont pour moi de référence. L'un est Alphonse Allais, l'autre est Raymond Aron. Alphonse Allais proposait de mettre les villes à la campagne parce que l'air est plus pur. Il y a là un paradoxe qui me semble renvoie à cette proposition. Raymond Aron, lui, d'une façon plus sérieuse, en raisonnant sur l'unique, faisait remarquer que la prévention d'une guerre ne peut pas être créditée à ceux qui l'ont prévue, puisque cette guerre n'existe pas. De la même façon que nous ne nous réjouissons pas tous les jours qu'il n'y ait pas de diphtérie ou de polio en célébrant les mérites de la médecine, parce que nous n'avons plus cela. Autrement dit, prévenir, c'est prendre le risque de se mettre dans une situation politique et juridique extrêmement périlleuse, à savoir attaquer un pays, comme par exemple Raymond Aron en parlait pour la France, attaquant la France et la Grande-Bretagne, attaquant éventuellement l'Allemagne en 1935 ou en 1936, et ne pouvons pas être crédités d'avoir terminé Auschwitz ou d'avoir empêché un génocide, puisque celui-ci n'était pas entièrement accompli. Il y a là une contradiction logique qui est, à mon avis, une impasse politique, qui soit est prise au sérieux et nous amène à être plus vigilants sur ce qui se passe, soit ne l'est pas et amène à entamer des guerres, des conflits un peu partout dans le monde, sans avoir aucune certitude quant à leur bien fondé et aux objectifs que l'on peut poursuivre. Donc il me semble, pardonne-moi mon cher Bernard, qu'il y a quelque chose de démagogique dans l'idée de dire qu'il faut arriver avant, comme si par exemple on avait affaire à une épidémie de rougeole et un vaccin qui permettrait effectivement de prévenir cela. Mais oui, en effet, mais sur la rougeole, on peut en effet intervenir. Sur l'idée qu'on peut prévenir les massacres.
cette troisième remarque préliminaire faite, je vais maintenant tenter de répondre en quelques minutes à la question que pose Daniel Lago. Les deux questions, quand doit-on intervenir par la force ou quand favoriser la négociation, c'est une seule et même question, naturellement posée sous deux angles différents. Il y a depuis longtemps une tentative de réponse à cette question. Cette tentative, on a un peu la résumée dans ce que l'on appelle la théorie de la guerre juste, qui, au XIIIe siècle, sous la plume de Thomas d'Aquin, connu sous le nom de saint Thomas, a commencé à réfléchir sur les conditions dans lesquelles une guerre pouvait être considérée comme justifiable, c'est-à-dire dans le vocabulaire de l'époque, comme juste. Je passe sur des conditions pour ceux qui veulent en savoir plus, pour se référer à mon petit livre sur les guerres humanitaires, mais pour éviter de m'attarder trop là-dessus, je parlerai des deux conditions politiques extrêmement subtiles et exigeantes que saint Thomas avait proposées, à savoir utiliser la violence, c'est-à-dire la guerre, comme dernier recours, et se donner le maximum de chances de succès, enfin évaluer les chances de succès et ne partir que si ces chances sont, comme le dit le texte, raisonnables. Ça ne veut pas dire certaines, naturellement, car si on partait qu'à coup sûr, ni en politique, ni en médecine, ni dans bien d'autres activités, on ne partirait du tout. Cela veut dire qu'on a de solides arguments pour penser, au vu des expériences antérieures, au vu d'un certain savoir empirique, au vu des rapports de force locales, au vu de la géographie, de l'histoire, de la politique, bref, dans un cadre qui est tout de même tout à fait cernable, si on a des chances raisonnables d'aboutir à un résultat préférable après la guerre à celui qui prévalait avant la guerre dans la région donnée. Moi, je considère ce critère énoncé par le philosophe Michael Walzer, qui est le grand philosophe actuel de la guerre juste, qui a écrit son livre fameux sur la guerre juste dans les années 70, à la suite de la guerre du Vietnam. Il définit un résultat positif, c'est-à-dire un succès, comme une situation meilleure après qu'avant. C'est simple, c'est clair, ça peut se concevoir assez facilement. Et par exemple, on peut considérer que la guerre au Kosovo, bien que déclenchée sur des motifs qui laissent rêveurs, a débouché sur une situation préférable dans les suites de la guerre que dans la période qui l'a précédée. Tu vois, on passe pas le temps. Il y a Albar, des flèches empoisonnées. D'ailleurs, alors, puisque tu es étonné, je vais te rassurer sur mon état d'esprit. Je parlais des migrants tout à l'heure, j'avais envie de rajouter quelque chose et puis je reviens à l'envie de le faire. Je trouve que cette position sur les migrants est tout à fait salutaire et tout à fait louable, mais qu'être ministre dans un gouvernement qui prévoyait un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, ça affaiblit considérablement Je reprends mon propos pour constater que les guerres humanitaires que l'on peut dénombrer comme étant celle de Somalie, celle du Kosovo et celle de Libye, l'Irak étant, je crois, franchement à part, bien qu'il y ait une certaine dimension, c'est pas sur le plan rhétorique, naturellement sur le plan de la communication de guerre, pas dans la réalité politique ou la réalité matérielle. Mais ces trois guerres humanitaires étaient motivées par un sauvetage. Et c'est en cela qu'elles ont été considérées comme humanitaires par les médias, par un certain nombre d'observateurs, et par ceux qui les menaient également, qui utilisaient ce terme pour qualifier leur décision. Pourquoi pas? Dans les trois cas, il y avait certainement des problèmes. Il y avait une dictature en Libye, il y avait des violences de masse au Kosovo, nettement surévaluées du point de vue du monde. Je me rappelle avoir entendu parler de dizaines de milliers de morts, voire de centaines de milliers. Un moment de distraction peut-être. Et en Somalie, je te dis, mon cher en Somalie, il y avait effectivement une famine. Il se trouve que dans les trois cas, cette guerre n'a pas été déclenchée comme une guerre de dernier ressort, selon la théorie de la guerre juste que j'évoquais à l'instant, mais comme une guerre de première décision. La guerre a été voulue et on a ensuite trouvé les raisons qui permettaient de la justifier.
en Somalie en décrétant que rien ne pouvait s'opposer à la distribution des secours, alors que des organisations distribuaient de façon déterminée et à grande échelle de l'aide alimentaire à la population. Je rappelle que le CICR nourrissait rien moins que 1 million de personnes chaque jour dans le sud de la Somalie, etc. Je n'élabore pas là-dessus pour gagner du temps. Au Kosovo, on a mis Milosevic dans une situation où il était impossible pratiquement d'accepter les conditions de la conférence de Rambouillet. Kissinger lui-même, qui n'est pas connu comme un pacifiste des plus ardents, a convenu que Milosevic ne pouvait pas accepter, Milosevic pour lequel je n'ai pas plus de sympathie que toi, je crois que la chose est claire là-dessus, Milosevic ne pouvait pas accepter les conditions qui lui étaient imposées par la conférence de Rambouillet, et le thème du génocide actuellement en cours, le fameux plan fer à cheval que les services secrets allemands avaient inventé, peut-être dans la perspective de rejoindre l'OTAN, ça c'est une hypothèse a posteriori, mais en tout cas pour favoriser l'action de l'OTAN au Kosovo, ce plan fer à cheval n'existait pas plus que beurre en branche, et c'est dit rapidement, ça existait, mais c'était en 95, nous parlons de 99, et ça c'était en Bosnie, c'était pas au Kosovo. Mais si tu me permets... Tu parles pas de Srebrenica, c'est pour ça. Oui, non, mais j'étais moi-même à Srebrenica, je sais effectivement ce qu'il était advenu, mais ça sans frontières il était, donc je sais bien de quoi il retourne, et j'ai encore dit que Milosevic pouvait commettre des massacres, ça ne pose absolument, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais il y en a bien d'autres, et que l'on épargne, parfois avec lesquels même on noue des relations tout à fait cordiales. Quant à la Libye, qui est un peu, si j'ose dire, le morceau de bravoure, on a inventé successivement des faux bombardements de manifestants à Tripoli, des faux charniers contenant des milliers de cadavres, une fausse colonne de chars qui avait déversé un tonnerre de déluge de feu sur Benghazi. Tout cela sans la moindre évidence, sans la moindre photographie à une époque où chacun a au moins une caméra sur lui. Aucune de ces exactions n'a été filmée, pas même les charniers, pas même un bombardement. Il y a quand même quelque chose de spectaculaire. Je rappelle d'ailleurs, enfin, je remets à l'esprit de tout le monde que dans cette guerre à guichet fermé qui se joue en Syrie, je parle là des sièges meurtriers de Alep, de Homs, de Idlib, nous avons été abreuvés d'images au quotidien par les rebelles, par les insurgés qui estimaient qu'il était leur devoir d'informer le monde de ce qui se passait. Très curieusement, aucune image, alors même que les moyens techniques existaient de façon tout à fait identique, aucune image ne nous est parvenue de Libye. Alors je sais bien que la preuve de l'absence n'est pas l'absence de preuve, il n'en reste pas moins qu'il serait tout de même bon, et c'est la raison pour laquelle j'appelle M. le député à élargir le mandat de sa mission, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on sait bien qu'il n'y a jamais eu de bombardement à Tripoli. La Maison-Blanche en a même convenu sur son site quelques jours après qu'il n'y a jamais eu de charnier avec 6 000 morts, des enquêtes de mortalité rétrospective donc clairement établies. Quant à la colonne de chars qui filait sur Benghazi, personne ne l'a jamais vue, et je tiens de l'amiral qui commandait la flotte de Méditerranée que celle-ci n'a jamais existé. Donc, oui, la flotte française. Donc tout cela était un énorme bobard destiné à justifier une guerre dont on dit maintenant que ce qui manque, je lis encore sous ta plume, enfin sous la plume de tous ceux, et ils ont été très, très nombreux qui ont approuvé cette guerre, que ce qui manquait c'était le service après-vente, le déploiement de casques bleus, en oubliant deux choses. D'une part que la condition pour l'obtention, pour le vote de la résolution 1973 du Conseil de sécurité était précisément qu'il n'y aurait pas de déploiement au sol. Alors on peut déplorer l'absence de quelque chose qu'on a accepté d'emblée, et d'autre part, en oubliant également qu'on n'a jamais vu aucun déploiement de casque bleu imposer une paix qui n'existait pas. Ça, je demande à ce que vous fournissiez des exemples, parce que sinon, si c'est le cas, nous pouvons plier bagage, parce que nous avons la solution. Envoyons des casques bleus partout dans le monde, et nous aurons Et puis je termine, et je pense que ce point-là peut, disons, résumer une partie du propos, que non seulement nous avons fait, on ne doit parler un peu trop longtemps, j'en conviens, non seulement nous avons fait ces guerres où ces guerres ont été menées en première intention et non pas en dernier ressort, et on a trouvé une justification a posteriori, la propagande étant ce qu'elle est.
plus, on a méthodiquement écarté toute possibilité de médiation. Lorsque, par exemple, des organisations humanitaires telles que MSF, je le sais, j'étais le président, et j'ai participé à ces témoignages, à ce lobbying auprès du Congrès américain, de l'Union européenne, enfin de la Commission européenne, du Parlement et d'autres instances, il était possible de saturer de façon régulière la Somalie de nourriture et d'éviter l'embarquement dans une aventure militaire qui s'est terminée par un fiasco sanglant, une humiliation qui a ensuite empêché bien d'autres interventions qui auraient pu être ponctuellement utiles au demeurant. En Somalie, ça a été le cas. En Kosovo, je l'ai dit, au moment où la négociation se passait, on accuse l'un des protagonistes de génocide, donc il n'est plus question de transiger avec quelqu'un en train de commettre un génocide. Quant à la Libye, là encore, une minute de détail et j'en termine là. Les médiations successives de la Turquie, de l'Union africaine, du Sénégal ont été impitoyablement repoussées sous la vignette de l'esprit de l'unique. Ah, celui-là, il est formidable, l'esprit de l'unique. On est toujours dans la peau de Churchill, on n'est jamais dans celle de Daladier ou Chamberlain. On a l'héroïsme confortable a posteriori, en disant il fallait aller faire la guerre jusqu'au dernier. Mais là, je renvoie à Raymond Aron et à sa réflexion autrement plus stimulante sur Munich, que cette instrumentalisation moralisatrice, cette espèce de moraline à 3 sous qu'on nous inflige à chaque fois qu'on nous impose cette évocation. Et dernière déviation, celle que Kadhafi ou ses entourages lui-même proposait quelques jours avant, encore disons à partir de la mi-mars, et qui a été impitoyablement écartée comme de la poudre aux yeux, comme une façon de temporiser. Donc je dirais qu'à défaut de savoir comment faire la paix, on peut tenter d'éviter de déclencher des guerres. Voilà pour ma première réponse. Donc on va passer la parole. Je précise qu'en tant qu'organisateur, nous sommes totalement neutres dans ce débat. Et alors, à titre personnel, nous pouvons avoir nos opinions, mais nous sommes neutres. Donc, on va demander à M. Bernard Kouchner de réagir, et j'en profiterai pour poser 2 questions concrètes, pour voir quelles sont ses opinions. Est-ce qu'on aurait dû intervenir par la force pour protéger les réfugiés en Roumanie? Pardon? Est-ce qu'on aurait dû intervenir? Je vais vous dire, monsieur, si vous arrêtez. Allez-y. Faire des choses un peu trop simples. Voilà, c'est compliqué la guerre de la paix. Ça fait des millénaires qu'on s'interroge sur le bien fondé de ces affrontements pourtant renouvelés éternellement. Là, nous avons, la France, d'ailleurs l'Union européenne, derrière nous, malgré quelques scories, une période de paix entre les nations. Les nations. Comme telles, dans les frontières, justes et reconnues, ou même injustes mais reconnues. Bon. Mais enfin, c'est quand même la coutume en gros. Là, toi tu dis, ironique, il faudrait qu'on le sache, sinon il n'y a pas de guerre, alors on ne peut pas intervenir pour la prévenir. C'est quand même un peu gros de tabac. Un peu gros. Par exemple, n'est-ce pas, ce qui s'est passé justement pour les Rohingyas. Si vous aviez été... Mais vous n'êtes pas forcés d'aller tous voir ce qui s'est passé en Myanmar. Mais quand même, c'était facile de savoir. D'abord, il y a eu des massacres qui ont précédé la fuite en masse des 400 000, 500 000 Rohingyas, qui de toute façon étaient déjà dans un camp au Bangladesh. Ils ont donc rejoint ceux qui étaient depuis des années sans que personne ne s'en occupe. Mais là, il y a eu beaucoup de meurtres. Alors si je dis un chiffre, tu vas dire que c'est faux, je ne dis pas de chiffre. Mais on a eu beaucoup de signes. Et d'ailleurs, je me souviens, mais toi tu me suis avec attention, moi dans ce que j'écris, je n'ai pas écrit ça, je crois que je l'ai écrit. Il y avait à ce moment-là des manœuvres communes entre l'Angleterre et la France dans le golfe de... Oui, non. Oui, enfin sinon... Donc, il suffisait, parce qu'il y avait un porte-hélicoptère qui a fait couler beaucoup d'encre après, qui s'appelait Mistral, enfin, ne parlons pas de toutes ces choses, le commerce des armes, quand même, je m'en parlais un petit peu, hein, parce que s'il n'y avait pas d'armes, on serait moins qu'à la guerre. Avec des pierres, c'est pas mal, mais enfin, on trouverait d'autres moyens. En tout cas, il y avait une manœuvre commune entre les flottes anglaises et nous pouvions très bien intervenir au moment où il y a eu ces épisodes de tempête, etc. Nous pouvions très bien intervenir pour protéger le long de la côte
gars qui étaient là. On n'a pas voulu. J'ai demandé que les Nations Unies soient, enfin j'ai demandé qui était à ce moment-là. Mais enfin, je pensais que c'était possible d'essayer d'éviter ces massacres-là. Alors, il y a quelques autres... Tu parles de 2008 Hein? Tu parles de 2008 Je parle de 2008, oui. Alors, les Ouïghours. Combien il y a de Ouïghours en Chine? Ne me dites pas qu'on va déclencher, que je veux, moi, bout de feu, déclencher la guerre contre la Chine. Bien sûr, c'est pas ce que je veux. D'ailleurs, je vous fais remarquer que les opérations humanitaires, ce ne sont pas des opérations forcément guerrières, que le droit d'ingérence humanitaire, tel que je l'ai conçu avec quelques amis, de nombreux amis, c'était l'intervention préalable pour attirer l'attention. Et c'était une intervention préalable avec l'accord des Nations Unies. Tout ça est très clair. S'il y a déjà une intervention militaire, alors c'est la Croix-Rouge, on pense les plaies. Non, c'était à titre préventif, dans mon esprit. Et d'ailleurs, pour ce qui est devenu la responsabilité de protéger, c'est bien pour protéger avant qu'il soit trop tard. Donc ce qui a découlé du devoir d'ingérence, droit d'ingérence, puis responsabilité de protéger, c'était une entreprise rêveuse, c'est vrai, complètement utopique, on convient. Mais oui, d'accord, mais s'il n'y avait pas d'utopie, il n'y aurait pas eu Médecins sans frontières pour lui. Bon. Un peu dystopique, selon moi. Hein? Plutôt dystopique qu'utopique, en ce qui concerne. Je comprends pas. Si je comprends, c'est pour lui dire qu'il n'y a pas des mots comme ça me choque. Bon, alors, tout ça, on s'arrête. Et tout ça, on sait toujours. C'est-à-dire que les Ouïghours, ça veut dire qu'on ne peut pas faire grand-chose. Non, on ne fait rien. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, on ne va pas s'en faire. Mais le Mali, peu de gens ont protesté contre l'ingérence absolue qui était d'aller bombarder les colonnes qui se dirigeaient vers Bamako. Et je pense qu'il faut s'en féliciter. À la demande du gouvernement malien, je pense. Ah, encore heureux, non? Ah non, c'est des violations, évidemment, et avec l'accord des Nations Unies. Évidemment, enfin, quand on fait une guerre sur son territoire... Si chaque fois qu'on passe une porte, on fait de l'ingérence, à ce moment-là, c'est ça ne peut plus rien c'est ça dire. qui serait bien. Ce qui serait bien, c'est qu'en effet, au moment où il y a un foyer de guerre, au moment où se tend la situation, en effet, que des gens humanitaires, pas forcément les guerriers, pas forcément les bombardiers français, puissent intervenir pour faire attirer l'attention, ce qui s'est passé avec justesse en Macédoine. La Macédoine est le seul pays des Balkans où on a envoyé à titre préventif, et je vous assure, je connais un tout petit peu le sentiment de Séville, parce que c'est juste à côté du Kosovo, comme tu le sais. Et entre les, pas les Kosovars, puisque justement, enfin, entre les communautés qui étaient là, c'est-à-dire la communauté serbe et la communauté macédonienne d'autres origines, il n'y a pas eu de guerre. C'était à côté. C'était la vallée d'à côté. Et donc, quelques casques bleus sont, je crois qu'il y en a eu 800, pas grand-chose. Et la guerre n'a pas suivi. Si on veut parler du Kosovo, bien, au début, on a attendu un peu trop. On attend toujours un peu trop. Je suis désolé. On attend toujours trop. On attend d'être alerté par les scènes de massacre. Mais quand même, le Kosovo, même si l'assentiment des Nations Unies au Kosovo, à l'origine, au début, n'a pas été obtenu tout de suite, mais il a été obtenu après, il y a eu en effet une intervention militaire des Nations Unies, qui a abouti, je te remercie de l'avoir souligné, à quelque chose qui est quand même mieux que la guerre. D'accord, il faut faire un État. On ne va pas faire des micro-États partout. Mais, bon, c'est mieux que de se faire la guerre. Et je pense, je suis à peu près certain, même si ça va être long, qu'il y aura une négociation avec les Serbes, puisqu'il y en a eu avec les Croates, et qui sont rentrés dans l'Union Européenne. Il n'y a aucune raison que les Serbes ne rentrent pas dans l'Union Européenne, malgré les difficultés qu'on connaît maintenant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut réélargir, c'est pas ça. Je dis qu'après la Serbie, le protagoniste majeur, c'est-à-dire, après, je vais dire, la Croatie, le protagoniste majeur de la Serbie, rentrera, j'imagine, dans l'Union Européenne et le Kosovo aussi. Excusez-moi, on élargit ou on n'élargit pas? Bah, attends, chérie, tu verras bien, toi, t'es expert. Moi, je te dis, on aura un jour... Il rentre et on élargit pas. Eh ben, on les rentrerons. Et donc, on élargit. Eh ben, oui. Pas tout de suite. C'est juste pour... On ne va pas élargir le logique. Non, c'est un peu trop logique. Tu es un peu trop vindicatif sur les, comment dirais-je, choses... Les détails. Pas complètement, j'ai pas dit les Tout est détails. dans les détails. Ok.
facile pour dire là-dessus. Hein. Bon. Alors, bien sûr, il y aura ce rétablissement, cet équilibre entre la Serbie qui rentrera, et d'ailleurs il se parle, bien entendu, le Kosovo et la Serbie, avec des hauts et des bas. Si on n'avait pas mis le Serbe de l'autre côté de la place de la Place, dans le discours de Macron qu'il a fait sous l'Arc de Triomphe, vous avez peut-être vu qu'il y avait un très beau garçon qui était derrière le premier rang, qui était Hachim Sachi, et que le Serbe était de l'autre côté. Il dit ça, c'est vraiment une belle commune. Enfin bon, c'est comme ça. Donc il y aura ça, oui. Et le Kosovo, c'est mieux quand il y a la paix. C'est pas fait. Il faut des années et des années, c'est-à-dire plusieurs générations, pour que les choses rentrent un peu dans l'agrément, dans l'habitude, dans l'acceptation en tout cas. Donc on peut savoir, bien entendu, entre les Dogons et les Peuls en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on va être surpris plusieurs fois, je vous préviens. Hein? Alors on va dire, on ne savait pas. Tiens, on sait. Et nous sommes au Mali. Est-ce qu'on peut élargir le cercle? C'est libre, hein? Je n'ai pas de réponse à ça. Mais nous sommes au Mali et nous voyons descendre à partir du Sahel les rebelles jusque dans la région de Bamako et plus loin. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a vu entre deux communautés majeures, les Dogons et les Peuls, des attaques meurtrières à un point, enfin il y a 100 morts à chaque fois, ou 80, je ne sais rien. Bon, donc il y a des tas de choses à faire. Je ne dis pas que là, on doit envoyer l'armée pour séparer les Dogons et les Peuls, ça me paraît un peu difficile, mais que l'attention mondiale, que l'attention internationale, en tout cas par les Nations Unies, se tourne vers ces régions-là, je pense que c'est nécessaire, et on saurait, on dit très bien, les endroits qui sont dangereux. Mais il y en a d'autres, bien entendu. Bon, tu parles et tu as raison de parler de la Libye, mais tu as eu au passage l'occasion de souligner qu'en effet le service après-vente n'était pas prévu. Moi j'étais plutôt pour, et je pense qu'en France il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient vraiment contre, l'opposition tout de même n'était pas à ce moment-là, parce que tu dis qu'il n'y avait pas de mais il y avait une colonne de chars. Tu dis que tu ne l'as jamais vue, mais excuse-moi, je n'ai pas de photos. Ah oui, c'est dommage. Non, personne n'en a. Si, tout le monde en a. Une colonne de véhicules, avec des gens en uniforme dépareillés, et des sacs de grains. Je ne dis pas qu'il avait un uniforme impeccable, je dis qu'il y avait une colonne de chars. Et la colonne de chars, c'était celle qui allait bombarder Benghazi. Qu'on empêche la colonne de chars de bombarder Benghazi, ça m'a semblé juste, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, que nous avons dépassé, oui, monsieur, oui, c'était pas écrit qu'il fallait tuer Kadhafi, mais enfin, je crois. Par distraction, le fait. Moi, je crois pas qu'on ait vraiment répété. Ah oui. Non, ah oui, il est mort tout seul. Non, il est mort dans une colonne de véhicules qui fuyait le site. Non, il était dans son tunnel, qu'est-ce que tu racontes? Il était dans son tunnel, il est mort, Il a été capturé, la nation canadienne, une colonne de véhicules civils qui fuyaient, donc techniquement c'est un crime de guerre. Il a survécu effectivement à cette attaque. Là, il a été capturé par des rebelles au sein desquels se trouvaient des forces spéciales françaises. C'est tout à fait établi. Il a été capturé par des rebelles, car il y avait beaucoup de rebelles. Il a été abattu. Il a été abattu parce qu'une colonne aérienne a attaqué la colonne de... Il a été tué et abattu par les rebelles qui aujourd'hui avaient sorti. Donc, je n'approuve pas ce geste, mais je sais que ce n'est pas la France qui l'a déclenché. Hein? On peut croire, on ne peut pas croire, mais si vous êtes quant à la colonne de chars, on dit, demande aux Américains, ils feront un film sur la colonne de chars. Mais ils ne l'ont pas fait en tout cas. Non, mais ils ne l'ont pas fait parce que Ils l'ont pas fait. j'ai jamais entendu dire. Obama parle de cette affaire comme le plus grand échec de ces deux mandats successifs. Obama. Écoutez, là il s'agit d'une question technique. Obama, en général, il parle de ses échecs, surtout à ce propos, comme ses échecs personnels, hein, parce qu'on peut parler de ce qui s'est passé sur la Syrie, aussi avec Obama. Enfin, on en parlait de... D'accord. Bon. Alors, premièrement, donc, on sait d'avance où sont les foyers de tension. Et on pourrait, c'est pas une intervention militaire préventive que je veux. C'est pas une intervention militaire préventive. Je pense que les interventions humanitaires seraient à même, pas à 100%, c'est pas mathématique, d'attirer en tout cas l'œil, l'oreille, l'attention sur les foyers probables de guerre. En tout cas pour les exemples que je vous ai donnés. Hein. Alors maintenant, oui, le Kosovo, je pense que tu dis, enfin, quand même, c'est vrai, ça fait partie
Ça, c'est impossible, oui, non, mais je suis bien d'accord. Tu te rends compte comment c'est un génocide? Quand même, il y a eu un génocide manifeste, là, un par un. Bon. Deuxième chose, troisième chose. Où est-ce qu'il y a eu un génocide, pardon? Hein? Où est-ce qu'il y a eu un génocide? Bah, c'est pas dit ça. Ah bon? Je ne crois pas, personnellement. Il y a eu un massacre, mais bon. Attends, tu plaisantes, il n'y a pas un mec qui s'en est sorti. Non, il était parti avant. Non, si tu nies, alors là tu me fais de la peine. Si tu nies, tu le penses vraiment? Il n'y a pas eu de génocide à Srebrenica? Il y a eu un massacre de 8000 hommes entre 15 et 50 ans. Les vieux, les jeunes et les femmes ont été épargnés. Non. Moi, Non, pas été épargnés. Si dans cette salle, Il y avait ils ont été sortis par une la colonne de vieux qui sont partis avant, et ceux-là n'ont pas été tous tués. Les femmes, les enfants et les vieux. Non, pas les femmes. Excusez-moi.